Vol Paris-Auckland en Nouvelle-Zélande, 24 heures de vol et une escale de 12 heures à Hong Kong. Nous avons 12 heures de décalage horaire en plus. La Nouvelle-Zélande s'étend au cœur du Pacifique Sud, à 1600 km à l'est de l'Australie et à environ 10 000 km de Tokyo. Sa situation géographique au sein du Pacifique Sud fait de la Nouvelle-Zélande l'un des pays les plus isolés du monde. La Nouvelle-Zélande se compose de 2 îles principales et de quelques autres beaucoup plus petites. Sa superficie de 270 530 km² est proche du Japon ou du Royaume-Uni. Sa population atteint seulement 3,8 millions d'habitants en l'année 2003. Les 3/4 des Néo-Zélandais vivent sur l'île du Nord, où l'agglomération d'Auckland abrite plus d'1 million de personnes, dont la plus importante communauté polynésienne. Nichée à la pointe méridionale de l'île du Nord, Wellington marque le centre géographique de la Nouvelle-Zélande. Cette position stratégique lui valut de succéder à Auckland comme capitale en 1865. Le détroit de Cook la sépare de l'île du Sud. Lors de notre voyage, nous ferons la découverte des plus beaux et extraordinaires sites de l'île. Auckland, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, abrite plus d'un quart de la population du pays, soit autant que l'île du Sud. La date de la découverte initiale de la Nouvelle-Zélande reste un mystère. L'ensemble des scientifiques s'accordent à dire que les Maoris sont des Polynésiens, venus vers le 5e siècle. Au fond, le pont d'Auckland, le Harbour Bridge, ce pont en fer de 43 mètres de haut et de 1020 mètres de long constitue un lieu vital avec le nord de la baie. Les Européens découvrirent la Nouvelle-Zélande au XVIIe siècle. On voit ici un village maori dans une zone marquée par des émanations thermales. Toutes les piscines de boue, chaudes ou froides, et tous les geysers aux fumerolles dans toute la vallée portent un nom. Ils ont été nommés d'après les ancêtres maoris. Certains endroits sont utilisés pour la cuisson des aliments. La vapeur sort de la terre à environ 80 degrés Celsius. Cocotte minute naturelle. Notre guide maori, que l'on voit ici devant les baignoires thermales, nous fait la démonstration du haka, danse masculine guerrière. La langue tirée et les yeux exorbitants sont des signes de défi. Cette église angélique a été inaugurée en 1904. Bien que le maori ait sa propre religion, la transition au christianisme a été bien reçue, puisque les deux religions ne reconnaissent qu'un seul créateur. Pour les tombes des morts, le village préfère ne pas ensevelir leurs morts dans la terre fumante, mais au-dessus du sol. Place du village où se feront toutes les cérémonies. Et maintenant, soirée chant et danse. Si les Maoris forment une seule entité ethnique, chaque tribu a ses rites, sa langue et ses codes sociaux. Dans la vallée primaire de la vallée volcanique de Wetmangu, de nombreuses fumerolles s'échappent du sol et dégagent des émanations de soufre. Ce site préservé abrite de nombreux lacs. Le lac Priapan couvre une superficie de 38 000 m² et est le plus grand lac d'eau chaude du monde,
avec une profondeur moyenne de 6 mètres. La température moyenne du lac est d'environ 55 degrés Celsius. Aucune vie animale, bien sûr. Émanation de fumerolles. Ce site préservé abrite le plus grand lac bouillonnant du monde, le chaudron de Wegmangu. Le lac du cratère Inferno est un joyau de la vallée volcanique de Wegmangu. L'eau est très acide, avec une température de 80 degrés Celsius. Autre lac fumant. Une rivière ayant à sa gauche une rive de silice. Au centre, le Pukekon, le seul oiseau à ne pas craindre l'eau chaude. Terrasse de silice, provoquée par l'éruption du volcan Tarawera le 10 juin 1886. Nous revoyons ici le plus grand lac bouillonnant au monde. Et nous repartons pour d'autres sites. Nous faisons une pause ici et écoutons les bruits effrayants provenant des sources d'eau chaude et des fumerolles autour du cratère Echo et du lac Frienpan. L'eau du lac est acide, alors que le gaz carbonique et le gaz d'hydrogène sulfuré qui monte donnent l'apparence de bouillir. Sur notre parcours, de nombreux lacs s'offrent à nous. Progression dans cette forêt subtropicale. Au centre, une termitière de soufre. Cette couche montre une succession de vieux sols et de lits de pierre ponce qui indiquent l'histoire géologique récente de la région de Wegmangu. Un autre lac vert, boue donnant l'apparence de bouillir. Le gaz carbonique et le gaz d'hydrogène montent dans cette boue acide. Nous sommes dans le parc national du Tongariro. Ce parc s'étend sur 7600 km². En son cœur s'élèvent 3 hauts volcans en activité. Ici, le volcan Ngoraoe. Nous voilà partis pour le Tongariro Crossing, considéré comme la plus belle randonnée de la journée de la Nouvelle-Zélande. La dernière éruption date de 1975 dans ce site. Devant nous, le volcan Ngoraoe, 2285 mètres d'altitude. Volcan le plus actif. Il crache de temps à autre de grands nuages de fumée et de cendres, comme en 1954-55, qui durera 9 mois. Un dédale de cratères constitue le sommet du Tongariro Crossing. Le moins haut des 3 volcans, 1967 mètres d'altitude. La dernière éruption date de 1975. Là se cachent entre autres les magnifiques lacs émeraudes. Le parc du Tongariro, créé en 1867, est le plus beau et le plus ancien de Nouvelle-Zélande, classé patrimoine mondial par l'UNESCO. Plus bas, la verdure et les moutons nous rappellent l'Irlande.
Un élevage de moutons de race mérino. Un cheptel de 60 millions de têtes en Nouvelle-Zélande, soit 15 moutons par habitant. La richesse du sol est due à l'activité volcanique et à la pluie. Ici, des fougères arborescentes. La ponga, emblème national, doit son nom de fougère argentée, à l'aspect du dessous de ses feuilles. Un Cnifophia. Nous entrons dans le parc national d'Egmont. Massif du Mont Egmont, dont nous gravirons les pentes du vol de Gau, à gauche de l'écran. Par une forêt épaisse, nous commençons l'ascension du massif du Mont Egmont, dont le mont était sacré pour les Maoris. Le sentier est bordé de rhododendrons, dont les fleurs sont encore en bouton. La neige est maintenant présente sous nos pieds. Et maintenant, dernier assaut. Transfert vers le sud de l'île, direction Wellington. Sur notre trajet, le pneu avant du véhicule éclate. À l'entrée de Wellington, la vieille église de la cathédrale Saint-Paul, tout en bois. Nous quittons nos minibus pour embarquer dans un ferry. Nous sommes à Wellington, tout au sud de l'île du Nord, où nous prenons le ferry pour joindre l'île du Sud par le détroit de Cook. Le ferry, reliant l'île du Nord à l'île du Sud, la traversée du détroit, le Causeway, dont la durée est de 3h30, peut se révéler très éprouvante par mauvais temps, car les 40e rugissants s'engouffrent dans ce goulet naturel. Ce système de vent et de courant entourant l'Antarctique est le plus important au monde. Le littoral, qui abrite une riche faune, s'étire sur 18 200 km. Seul un cinquième est bordé par des eaux abritées. Les otaries à fourrure sont souvent visibles sur les rochers. On en voit une sur ce rocher. Otarie à fourrure devant la mer de Tasmanie. En 1642, le néerlandais Abel Tasman fut le premier Européen à accoster en Nouvelle-Zélande par cette côte et donna son nom à la mer. L'otarie à fourrure mâle peut atteindre 2,30 m de long et son poids peut dépasser 350 kg. La femelle otarie à fourrure peut également atteindre 1,80 m. Côtes rocheuses, plages de sable et estuaires marécageux fournissent des habitats variés. Beaucoup de plantes indigènes prospèrent dans cet environnement salé, auquel elles se sont adaptées. Nous passons entre ces plantes indigènes. Découverte des fameux pancake rock. Ces rochers particuliers sont percés de trous dans lesquels les grosses vagues s'engouffrent et se mettent en pression. Aspect sauvage de la côte. La mer écume dans ce gouffre provoqué par l'érosion. Un dédale de vue s'offre à nous. Les galettes pancake rock à Penakeki. Ces galettes évoquent des empilements de crêpes.
L'érosion, conjuguée du vent, de la pluie et de la mer, leur a donné cet aspect en évidant de fines couches de roches meubles, entre les strates de calcaire plus dur. Ces galettes servent de table pour ces sternes afin de manger leurs poissons. Très boisé, le Paparoa National Park, d'une superficie de 300 km², a en grande partie conservé sa végétation indigène. À gauche, des arômes. Nous entrons dans la forêt subtropicale et cherchons un passage pour traverser cette rivière, le Fox. Dans la forêt subtropicale, autour de nous, palmiers, fougères géantes. La traversée de la rivière se fera avec l'assurance d'une corde tendue. Les chaussures autour du cou, nu-pieds ou en sandales. Dans sa traversée, Thierry, votre serviteur. Arrivé au motel pour la nuit. Nous sommes dans le parc national de Westland. Il est renommé pour ses sommets dépassant 3500 mètres d'altitude. Demain, nous passerons au pied de ces crêtes enneigées. Ces denses forêts pluviales et ces glaciers, plus de 60 en Nouvelle-Zélande, en particulier le Franz Josef, qui s'étend d'une zone de neige éternelle jusqu'à une forêt pluviale en bord de mer. Nous prenons le sentier afin de dominer le glacier, en espérant avoir une éclaircie. Mais en vain. Dans la descente, pique-nique. On va longer quelque temps la mer de Tasman. Sur leurs rochers, des otaries à fourrure. Elles ne sont pas craintives. Le lac Wanaka est un lieu très apprécié des vacanciers l'été, où ils viennent pêcher, glisser sur l'eau en bateau ou en ski. En hiver, skieurs et surfeurs de neige se pressent dans les stations des environs. Les hauts sommets des Sultan Alps dominent le plan d'eau. La végétation devient alpine. Le paysage rappelle les Alpes suisses. Dans un écrin de montagnes et de collines, le lac Rawa est l'un des plus beaux du sud. Tous ces lacs sont d'origine glaciaire. Lac d'une eau d'un bleu profond, par endroits de 400 mètres de profondeur, il est séparé du lac Wanaka, superbe lui aussi, par un isthme de 35 km. Sa beauté est incontestable. Toute cette région est, ou plutôt sera un jour, renommée pour ses magnifiques paysages. Le lac Hawera, randonnée à travers le parc national du Aspiring. Les parcs nationaux couvrent en Nouvelle-Zélande une superficie de 29 000 km², soit près de 8% du pays. La Nouvelle-Zélande compte 13 parcs nationaux. Au fond, des moutons de la race Mérinos, dont la laine fine sont très estimées. Mérinos, mouton de race espagnole.
Dans les parcs, les cerfs sont élevés pour leur viande. Ils se sont sauvés sur la crête à notre approche. Quelques passages délicats. Massif du Aspirigne, au pied du lac Wanaka. L'escalade est parfois nécessaire. On s'est trompé de sentier. Belle vue sur le lac Wanaka, au pied des montagnes du Aspirigne. Nous prenons de l'altitude. Après 1300 mètres de dénivelé, une des plus belles vues du lac Wanaka. Route vers le sud pour accéder à la vallée de Keystone. La petite ville endormie de Keystone est devenue en 30 ans l'un des centres les plus touristiques de Nouvelle-Zélande et est devenue la capitale internationale des sports d'aventure. Saut à l'élastique, descente de rapide, le parapente, le rafting, le jetboat, etc. Rhododendron et azalées en fleurs. L'azalée, fleurs d'azalée, fleurs de rhododendron, au petit matin, la montagne du Aspirigne. Nous sommes dans le parc national de Fiordland. Des vues magnifiques s'offrent à nous le matin. Le lac fait office de miroir et reflète le paysage. L'itinéraire que nous prenons pour aller à la ville de Milford Sound, célèbre dans le monde entier, longe le lac Te Anau et est décrit par Kipling comme la 8e merveille du monde. Cette route traverse des sites magiques sur 30 km. Une épaisse forêt pluviale tempérée rend l'intérieur pratiquement impénétrable, hors des sentiers tracés à travers la réserve naturelle. 500 km de sentiers tracés en Nouvelle-Zélande. L'unique perroquet de la Nouvelle-Zélande, le kea. Cet oiseau drôle et indiscret, vivant dans la haute montagne, se fait aimer par les touristes pour son intelligence et son caractère joueur. Croisière sur le Milford Sound. Ce fjord, long de 16 km, s'ouvre sur la mer de Tasman. Nous sommes à la recherche de dauphins. Au fond du fjord se dressent de nombreux sommets couverts de forêts ou de neige. Les chutes d'eau de 151 mètres de haut varient avec les précipitations. Entrée du fjord de Milford Sound. Randonnée dans le parc national du Mont Cook, créé en 1953. Il doit son nom au Mont Cook, le point culminant de la Nouvelle-Zélande, avec ses 3764 mètres d'altitude.
d'une superficie de 700 km², dont 40% sont couverts de glaciers. Ce parc compte 19 autres sommets dépassant 3000 mètres. La vue devient époustouflante. Un sentier raide, mais très bien équipé, nous mène à Selly Times, sommet qu'il arrive fit la conquête. Il arrive fit la conquête de l'Everest en 1953. Nous rencontrons quelques passages de névé avec quelques crevasses. Un glacier, dans notre progression, le bâton est nécessaire. Mais, arrivé à 200 mètres du sommet, un vent violent d'environ 150 km/h nous fit faire demi-tour. En bas, nous retrouvons la vie. Au bord de la route, un massif de lupins abusifs, le kiwi, animal emblématique de la Nouvelle-Zélande. Le kiwi, au long bec fouisseur, vit dans les hautes forêts du nord. Le kiwi est difficile à observer en liberté. Il vit dans un terrier et est presque totalement nocturne. Le plumage du kiwi s'est transformé en une sorte de fourrure de poil rude. Le kiwi a un menu varié, animaux et végétaux, avec une prédilection pour les vers de terre et autres petites créatures qui vivent dans le sol. Sitôt repu, à grande enjambée, il regagne la forêt. Fin de notre voyage en Nouvelle-Zélande.